Ce Martin, là, c'est pas un type qu'on cherche depuis des années pour l'affaire Soramont? J'ai mis Leonetti sur l'affaire. Leonetti? Vous ne pensez pas que nous avons assez d'ennuis avec lui? Vous ne voyez pas qu'on n'y arrivera pas, qu'on n'y arrivera jamais, que personne ne le trouvera, que personne ne l'a vu. Un coup de fil anonyme, c'est tout ce qu'il y a eu. L'inspecteur Marceau Leonetti est un flic expérimenté et respecté, mais sa carrière est brusquement compromise par le fils d'un grand avocat qui l'accuse de violence physique lors d'un simple contrôle. À titre de sanction, il est relégué à un poste secondaire dans un petit commissariat de quartier. Dans cette nouvelle affectation, il fait équipe avec Jeanne Dumas, une jeune recrue idéaliste et plus expérimentée qui sert d'appât pour mettre la main sur un maniaque sexuel qui sévit dans les cinémas parisiens. Un jour, on leur confie une enquête qui paraît d'abord banale, retrouver un homme nommé Roger Martin, disparu depuis 5 ans, et témoin clé dans une affaire de meurtre impliquant un gangster influent. L'objectif est de le localiser pour qu'il puisse témoigner au procès qui doit avoir lieu dans 4 jours. Mais à mesure que les deux policiers progressent, leur enquête attire l'attention des malfrats liés aux gangsters concernés par le témoignage de Martin. Menacés, surveillés et confrontés à des dilemmes éthiques, Leonetti et Jeanne se retrouvent pris dans un engrenage où leur propre sécurité est mise en péril. Pourquoi aurait-il raconté qu'il habitait ici, si c'était des copains à lui? Hein? Ça m'a paru drôlement louche. Des types de quel âge? Oh, je suis pas fortiche sur les âges, mais ils avaient des têtes de teigneux. Surtout le plus grand. Moi, j'adore ça, les teigneux. Et celui-là, je pouvais pas m'empêcher de pigler son oreille. Vu qu'il avait une coupure, là. Comme si on l'avait châtaigné dans une bagarre. José Giovanni, de son vrai nom Joseph Damiani, est né le 22 juin 1923 à Paris. Fils d'immigrés corses, il a connu une jeunesse tumultueuse marquée par des activités illégales durant l'occupation, ce qui lui vaudra une condamnation à mort en 1948 pour collaboration avec l'ennemi ainsi que pour complicité d'assassinat. Sa peine est transformée en 20 ans de travaux forcés et il sera finalement libéré en 1956. Ces expériences marqueront profondément son œuvre artistique. Sur les conseils de son avocat, Giovanni écrit son premier roman, Le Trou, qui sera adapté en 1958 par Jacques Becker. Puis 2 ans plus tard, c'est son autre roman Classe Touriste qui aura les honneurs d'une adaptation cinématographique par Claude Sautet. Plusieurs de ses autres romans seront adaptés comme Le Deuxième Souffle de Melville ou Les Aventuriers de Robert Enrico. Dans la plupart de ces adaptations, Giovanni participera soit au dialogue, soit au scénario. C'est en 1967 qu'il réalise son premier long-métrage, La Loi du Survivant. À partir de là et jusqu'en 1976, il tournera pratiquement un film par an, parmi lesquels Le Dernier Domicile Connu, L'Âge Commun, avec Jean-Paul Belmondo et Claudia Cardinal, 2 hommes dans la ville, qui réunit une nouvelle fois Delon et Gabin dans une œuvre majeure contre la peine de mort. Biscuit premier choix. Bouffé dans les chiottes. T'as vu le boulot? Elle est toute tordue, sa couronne. Qu'est-ce que tu veux, il a pas de conscience professionnelle. Tiens. C'est pas dégueulasse. Sa collaboration avec Delon se poursuivra sur ses 2 films suivants, Le Gitan en 1975, puis Comme un boomerang en 1976. Après l'échec d'une Robe noire pour un tueur, il se refait une santé au box-office grâce à l'énorme succès du Ruffian, avec de nouveau Lino Ventura qu'il retrouve 13 ans après Dernier Domicile Connu. Giovanni tourne son dernier film en 2001, adapté de son autobiographie romancée « Mon père, il m'a sauvé la vie ». Cinéaste populaire au sens noble du terme, José Giovanni, dont le travail était souvent centré sur les thèmes de la rédemption, de la justice et de la loyauté, est décédé en avril 2004 à l'âge de 80 ans. La police recommence à chercher Martin. Fallait s'y attendre. C'est un nommé Leonetti qui est dessus.
Il travaille avec une femme. En 3 jours, ils ont déjà découvert que Martin avait un gosse. Une petite fille. Et nous, on le savait même pas. Tu diras à Greg que tant que ces flics n'ont rien trouvé de capital, il ne faut absolument pas bouger. Tu as compris? Absolument pas bouger. Quand sort Dernier domicile connu, Lino Ventura est au sommet de sa popularité, confirmé par le succès du Clan des Siciliens, toujours exploité en salle, même s'il partage l'affiche avec Gabin et Delon. Après le film de Giovanni, Ventura tournera dans Fantasia chez les Ploucs de Gérard Pires et Boulevard du Rhum de Robert Enrico, qui sortiront l'année suivante. Et de mon passé ici, dans cette maison, qu'est-ce que vous en faites? Père Faillac l'a déjà utilisé contre vous dans un rapport que je qualifierais de très habile. Un garçon de 19 ans abattu dans la rue. Enfin, souvenez-vous, il tirait dans la foule, il était... D'accord, mais 19 ans. Il y a aussi l'affaire Ruppel, un coup de couteau, je crois. Ça va, j'ai compris. Marlène Jobert est née le 4 novembre 1940 en Algérie. Issue d'une famille modeste, elle s'installe en métropole à l'adolescence, où elle suit des études d'art dramatique, notamment au Conservatoire de Paris. Elle débute d'abord au théâtre en 1963 aux côtés d'Yves Montand dans Des clowns par milliers, avant d'être remarquée par Jean-Luc Godard, qui lui propose un rôle dans Masculin Féminin en 1966, puis Yves Robert l'engage pour la comédie Alexandre le Bienheureux. Le succès du film lui ouvre un peu plus grandes les portes du cinéma, et grâce à son visage angélique et à son talent naturel, elle s'impose rapidement comme l'une des actrices emblématiques des années 70. Durant cette décennie, elle enchaîne les tournages à un rythme effréné, comme le mystérieux Les Passagers de la pluie de René Clément, où elle a pour partenaire Charles Bronson. Je vous jure, je vous dis la vérité. Moi aussi. Je vous crois pas. Moi non plus. Bravo. Suivront Nous ne vieillirons pas ensemble de Maurice Pialat, Les mariés de l'an 2 de Jean-Paul Rapneau, La décade prodigieuse de Claude Chabrol, Le secret, un thriller sous-estimé de Robert Enrico, ou encore Faut la tuer d'Yves Boisset. À la fin des années 70, elle ralentit le rythme des tournages comme atteinte d'un début de lassitude. Elle connaîtra néanmoins encore le succès avec La guerre des polices de Robin Davis. La décennie suivante, elle ne tournera plus que 6 films, dont le plus marquant est sans doute L'amour nu de Yannick Bellon, dans lequel son personnage apprend qu'elle est atteinte d'un cancer du sein. Après une carrière prolifique, elle se consacre à partir des années 90 à l'enregistrement et l'écriture de livres pour enfants, devenant une figure incontournable de la littérature jeunesse. La petite fille vous entraînait dans son monde de pureté. Et vous ne viviez plus que pour cette heure-là. Votre femme est à 1000 lieues de votre univers. Et elle ne l'atteindra jamais. Je comprends pourquoi vous n'avez pas voulu parler de la petite fille. Ni à elle, ni à la police. Mais oui, je n'ai pas pu. Au casting, on retrouve un fidèle de Giovanni, Michel Constantin, qui avait déjà joué dans le premier long-métrage du cinéaste, puis plus tard dans La Shkumun. Le film qu'il tournera avant Dernier domicile connu a pour titre La fiancée du pirate de Nelly Kaplan. Il sera ensuite à l'affiche de 4 films en 71, dont Laisse aller c'est une valse de Lautner et De la part des copains de Terence Young. J'écoute. Oui, c'est moi, oui. Je sais pas ce qu'il fabrique. Il visite les pharmacies. Où ça? Dans le quartier de la Cité Glaciaire. Tu viens? Renseigne-toi et rappelle-moi. À noter aussi la présence de Paul Crochet, autre grand second rôle du cinéma français, qu'on a vu entre autres dans L'Armée des Ombres et Le Cercle Rouge de Jean-Pierre Melville, Les Aventuriers de Robert Enrico, La Piscine de Jacques Deray, ou encore L'affaire Dominici de Claude Bernard Robert.
José Giovanni, qui sortait du succès du Rapace, s'intéresse de près à Dernier domicile connu, le premier roman policier écrit en 1965 par un ancien journaliste américain, Joseph Harrington. L'action montre deux détectives, un policier expérimenté et sa jeune auxiliaire, arpenter les rues de New York afin de retrouver un témoin capital pour le procès d'un mafieux. Giovanni, qui à ce stade ne pense pas réaliser le film, y voit là une histoire facilement transposable à Paris et pense que son ami Lino Ventura serait parfait dans le rôle du flic. Il lui confie le livre et l'acteur confirmera assez vite son intérêt pour le personnage. Ventura commence à démarcher différents producteurs et autres professionnels de la profession pour faire financer l'adaptation cinématographique du livre, mais il se heurte systématiquement à des refus, tout le monde lui expliquant qu'il était impossible de transposer en France un roman américain se passant à New York. De son côté, Giovanni commence à écrire le scénario, sans par ailleurs être certain d'obtenir les droits du livre. Finalement, Ventura, voyant le très grand intérêt de Giovanni pour le projet, lui suggère de le réaliser lui-même. Après les démarches infructueuses de Ventura, Giovanni se tourne vers son producteur du Rapace, qui acceptera de financer le film, et qui sera rejoint plus tard par l'un des plus gros producteurs français de l'époque, Jack Barr, à qui l'on doit entre autres Les Félins, Un singe en hiver ou La bataille de San Sébastien. Reste désormais à José Giovanni de trouver celle qui sera la partenaire de Ventura. C'est lors de la projection du film L'Astragale qu'il tombe sous le charme de la toute jeune Marlène Jobert, qui est représentée par Gérard Lebovici, l'agent le plus influent de la place parisienne. Son duo vedette est désormais formé, mais Giovanni met le projet en pause car les négociations sur les droits du livre sont toujours en cours, et il profite de son temps libre pour collaborer à l'écriture du Clan des Siciliens qu'Henri Verneuil doit bientôt réaliser. Une fois les droits acquis, le film entre en production au début de l'année 69. Cependant, Giovanni doit attendre que Ventura se libère du tournage du Clan des Siciliens et que Marlène Jobert se libère de celui du Passager de la pluie. Le tournage est donc programmé de septembre à novembre 69. Tout le monde est prêt, les repérages sont terminés et l'équipe technique est au complet. Mais quelques semaines avant le premier clap, Giovanni reçoit un coup de fil de Gérard Lebovici qui lui annonce que Marlène Jobert ne veut plus faire le film. Paniqué, il se rend sur le tournage du Passager de la pluie et parle avec la comédienne qui lui explique qu'elle ne se reconnaît plus dans ce qu'est devenu son personnage dans le scénario par rapport au roman. Giovanni ne baisse pas les bras et demande au réalisateur Claude Sautet, qui a le même agent que Marlène Jobert, de servir d'intermédiaire et de convaincre la comédienne de revenir sur sa décision, ce qu'il arrivera à faire. Les extérieurs ont pour l'essentiel été tournés à Paris ainsi qu'en région parisienne pour quelques plans supplémentaires. Une fois la post-production achevée, un autre souci inattendu pointe le bout de son nez. En effet, la censure interdit la sortie du film, ce qui pouvait être fréquent à cette époque. Le problème n'est ni le sexe ni la nudité, il n'y en a pas. Ce n'est pas la violence, même si deux scènes ont quand même dérangé le comité de censure. Non, le problème est politique. On considère que l'esprit du film calomnie l'institution de la justice. Giovanni se tourne alors vers celui qui était Premier ministre en 70, Jacques Chaban-Delmas. Par chance, les deux hommes se connaissaient puisqu'en 1940, Chaban-Delmas était le capitaine d'une petite équipe de rugby dans laquelle jouait Giovanni. L'attaché de presse prend alors contact avec le Premier ministre qui accepte de voir le film dans une salle privée. À la fin de la projection, Chaban-Delmas convient que montrer ainsi le témoin largué sec n'est pas très sympa pour le système, mais il promet d'arranger les choses, et en effet, la censure sera levée peu de temps après. Toutefois, comme je l'ai précisé, deux scènes ont choqué la censure. En vue d'un visa tout public, il semblerait opportun d'alléger dans le générique la scène où le policier maltraite très violemment le porteur de grenade, et surtout celle de la bagarre entre le même inspecteur et ses poursuivants, dont la violence et la longueur paraissent vraiment excessives. Ici, on demande que les coups de poing américains utilisés dans cette scène soient supprimés. Suite à ces avis, José Giovanni enverra un courrier au comité de censure dans lequel il explique avoir allégé la première scène.
Il se justifie sur la scène de bagarre tout en expliquant qu'il ne montrerait pas les coups mais seulement les visages, ce qui n'est finalement pas le cas dans la version définitive, mais quelques plans ont tout de même été coupés. Le film échappe de peu à une interdiction au moins de 13 ans grâce à la voix prépondérante du président. Donne ce papier. Tu sais comment que ça se paye la mort d'un flic? Hein? Troisième collaboration avec José Giovanni, François de Roubaix signe avec ce film une de ses musiques les plus iconiques, et pas seulement en France, puisqu'elle a été samplée par de nombreux artistes internationaux, dont Robbie Williams pour son titre suprême. Obsédant et répétitif sur le modèle des compositions de Bach, mais avec une rythmique pop, ce magnifique thème entendu à plusieurs reprises dans le film avec différents instruments, comme le bandoneon pour l'ambiance parisienne ou le piano, est devenu un élément emblématique de l'œuvre de Giovanni. Un CD remasterisé contenant environ 25 minutes de musique est sorti en 2001, couplé à 2 autres partitions composées par de Roubaix pour le cinéaste, dont le Rapace. En plus du thème principal, de Roubaix a écrit un second thème plus mélancolique qui illustre la solitude des personnages prisonniers de cette grande métropole un peu froide, ainsi que des passages plus tendus joués essentiellement au synthé. Encore d'une belle modernité, la musique de Dernier domicile connu est considérée comme l'un des chefs-d'œuvre de François de Roubaix. À travers des mélodies simples mais riches en émotions, le compositeur exprime l'essence même du film, une quête existentielle dans un monde désenchanté. Tu ne dois agir qu'en cas d'urgence. Il pense que la police n'a plus le temps. Il est vrai que 4 jours, c'est très court. C'est très long aussi. En général, il y avait 3 sortes d'affiches à cette époque, les dessinées, les montages avec une ou plusieurs images tirées du film, ou un mix des deux. C'est le cas de la française qui met bien sûr en avant les 2 comédiens principaux avec en arrière-plan une rue parisienne. L'Argentine est dans le même ton, mais on colle cette fois un flingue à Lino Ventura qui, contrairement à l'affiche française, paraît relativement détendu, tout comme Marlène Jobert qui arbore un petit sourire. On change très légèrement avec l'Espagnol qui nous montre toujours un Ventura le flingue à la main, qui tire apparemment des balles fumantes, et une Marlène Jobert qui a perdu son sourire. Et enfin l'Italienne entièrement dessinée avec un gros flingue en plein milieu et un Ventura au visage fermé. En revanche, adieu Marlène Jobert, les Italiens n'ont peut-être pas eu le temps de dessiner son visage. Le film débarque dans les salles françaises le 26 février 1970. Il sera numéro 1 au box-office Paris-Périphérie dès la première semaine et conservera cette première place 3 semaines d'affilée. Au final, Dernier domicile connu remplira les salles et finira son exploitation au-delà des 2 millions d'entrées. Marlène Jobert était au même moment à l'affiche des Passagers de la pluie qui connaît aussi un grand succès. Il n'est donc pas exclu que le film de Giovanni ait pu en partie bénéficier de la soudaine popularité de la comédienne auprès du public. Il faut l'avouer, Dernier domicile connu a pris un petit coup de vieux du côté de la réalisation. Je n'avais pas revu le film depuis des années et je me suis surpris à sourire pendant le générique lorsqu'un homme en fuite tire à bout portant sur des policiers qui s'écroulent de manière un peu trop théâtrale.
Bref, j'avais un peu oublié cette introduction. Heureusement, les choses s'arrangent par la suite. Giovanni se rattrape même avec une scène de bagarre cette fois réaliste et brutale, où les coups donnés font vraiment mal, pas seulement à ceux qui les reçoivent, mais aussi à nous, pauvres spectateurs. Malgré ce générique embarrassant, Dernier domicile connu est une réussite, ne serait-ce que pour la façon dont Giovanni aborde le genre, c'est-à-dire à contre-courant des polars américains de la fin des années 60. En effet, si l'intrigue est somme toute assez conventionnelle, c'est l'un des rares films policiers où l'accent est mis sur la partie procédurale. Ici, pas de fusillade ou de poursuite en voiture. Ce que nous voyons à la place, c'est Leonetti et Jeanne faire tout ce travail de police fastidieux mais nécessaire qui les mènera à leur objectif, interroger des témoins, examiner des dossiers, tenter de rassembler les informations apparemment inutiles qu'ils découvrent. José Giovanni apporte également un regard lucide et sans concession sur les dilemmes de l'autorité. L'inspecteur Leonetti incarne l'homme désabusé, tiraillé entre son devoir et sa désillusion envers une institution rigide. Ce conflit éthique est accentué par la présence de la jeune inspectrice qui représente une perspective naïve et morale. Évidemment, tout cela conduira le spectateur vers une fin profondément pessimiste. L'enquête elle-même est prétexte à une plongée dans la société des invisibles. Chaque personnage croisé semble incarner une facette de la marginalité, du vieux locataire oublié au laissé pour compte des banlieues. La quête du dernier domicile connu devient une métaphore de l'isolement. Fidèle à son style sobre mais puissant, Lino Ventura incarne un inspecteur fatigué avec une subtilité remarquable. Ses silences en disent souvent plus que ses mots, témoignant d'un profond désarroi intérieur. En contraste, Marlène Jobert apporte fraîcheur et énergie à son rôle. Sa transformation progressive de jeune idéaliste à une femme confrontée à la dure réalité est saisissante. Pour son film, Giovanni adopte un tempo mesuré, presque contemplatif, qui reflète l'épuisement émotionnel des protagonistes. Il privilégie une ambiance réaliste, s'appuyant sur des cadrages serrés qui renforcent l'impression d'étouffement. Son Paris est souvent pluvieux et grisâtre, mais aussi en pleine mutation urbaine. Quant aux images que l'on doit au chef opérateur Étienne Becker, elles offrent une palette visuelle froide et austère, en parfaite adéquation avec le ton sombre du récit. À travers une enquête aux multiples ramifications, Dernier domicile connu interroge la condition humaine et la notion de responsabilité face à un système déshumanisant. Il nous rappelle que la vérité, tout comme la justice, a souvent un prix élevé. Ça y est, ils ont trouvé l'adresse du Toubib. Tu l'as? Impossible, ils l'ont copié dans un registre. Il y en a 50. Ils n'ont pas dit aux formations. Cette fois, on peut être content. Qu'est-ce que vous avez? Quelqu'un est rentré derrière nous à la pharmacie. Il n'est pas seul. Ne vous retournez pas. Vous êtes sûr? Oui. En 2021, une restauration 4K a été effectuée par Point de Mire à partir du négatif original, avec une sortie Blu-ray et DVD dans la foulée. Autant dire que le travail entrepris sur cette nouvelle édition est de qualité. Il y a une bonne définition générale, les noirs sont solides et le grain cinéma est respecté. Alors tout n'est pas parfait, en particulier au niveau de la colorimétrie et d'une poignée de plans avec des artefacts, mais cette restauration surpasse sans problème les premières éditions DVD. Côté son, le film a été mixé pour l'occasion en DTS HD 2.0, les voix sont claires et la musique de François de Roubaix profite logiquement de cette restauration sonore. On trouve également quelques suppléments pas inintéressants, ainsi que des actualités et des publicités de l'époque. Alors Marcel, ça va marcher? Rien à faire. J'ai tout essayé. Et la radio? Dans le cactus. Quand je pense qu'il y a 8 jours, j'étais au cinéma et qu'à l'entrée, j'ai acheté un paquet de Minto Crema. Ils sont parfumés à la menthe, les Minto Crema. Ils sont super rafraîchissants. C'est pas compliqué, tout le paquet y est passé. Tout un paquet de Minto Crema. Seulement pour nous, maintenant, le cinéma, c'est un mirage. Mais pour vous, dans cette salle, Créma. Toute une gamme de délicieux bonbons. En plus du Blu-ray, le Digibook contient le DVD du film, qui a lui aussi bénéficié d'une restauration HD. Espérons que ce docteur nous donnera la bonne adresse. Je voulais vous dire que même si on ne retrouvait pas Martin, j'aurais toujours confiance en vous. J'ai toujours eu confiance.
C'est la fin de cette rétrospective, merci de l'avoir suivi et moi je vous dis à bientôt, bye bye.